Le duplex trônait au sommet d'un immeuble haussmannien du 16e arrondissement, une cage de verre et d'acier surplombant les toits de Paris. À travers les immenses baies vitrées, la tour Eiffel se dressait, non pas comme un symbole romantique, mais comme une autre acquisition dans un paysage de conquête. L'intérieur était un sanctuaire du luxe minimaliste, une symphonie de gris froid, de surfaces laquées et de meubles design qui semblaient en avoir jamais connu le contact humain. Il n'y avait aucune photographie, aucun souvenir personnel, seulement des œuvres d'art contemporain dont la valeur se chiffrait en millions, accrochées à des murs d'un blanc immaculé. Le silence était presque total, à peine troublé par le bourdonnement discret de la domotique, un murmure technologique qui soulignait l'absence de vie et de chaleur. C'était un espace conçu pour impressionner, pas pour accueillir, un reflet parfait de l'homme qui y vivait. Alexandre Rochet se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à la pièce, son costume sur mesure dessinant une silhouette impeccable contre la lumière déclinante. À 42 ans, il était le PDG de sa propre société d'investissement, un prédateur des marchés financiers dont la vie entière était une suite de victoires calculées. Sa montre de luxe brillait discrètement à son poignet, chaque détail de son apparence étant une déclaration de pouvoir et de contrôle. Son visage, lorsqu'il se retourna, était une étude de maîtrise de soi, ses traits fins et son regard perçant ne trahissant aucune émotion. Il se déplaçait avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais douté de son droit à posséder le monde. Pourtant, dans le vide de cet appartement immense, une solitude palpable l'enveloppait. Un froid intérieur que ni la vue imprenable ni les chiffres de ses comptes en banque ne parvenaient à réchauffer. Face à lui, près d'une table basse en marbre, se tenait Chloé Moreau. À 25 ans, elle semblait déplacée dans ce décor glacial. Sa tenue de travail était simple, ses cheveux attachés en un chignon pratique, mais son regard noisette portait une dignité que tout l'argent d'Alexandre ne pourrait jamais acheter. Venue de sa Normandie natale pour subvenir aux besoins de sa famille, sa vulnérabilité était économique, mais son esprit restait inébranlable. Elle ne baissait pas les yeux, la tension dans la pièce était lourde, le résultat de mois de distance glaciale et de tentatives maladroites de la part d'Alexandre pour effacer la conséquence d'un bref moment de rapprochement. Le silence entre eux n'était pas un silence de paix, mais le calme pesant qui précède une décision irrévocable, un abîme social et émotionnel qui les séparait plus sûrement que les quelques mètres d'espace physique. Finalement, Alexandre rompit le silence. Sa voix était dénuée de toute inflexion, aussi nette et froide que l'acier brossé qui décorait la pièce. « Ceci devrait régler le problème », dit-il, sans la regarder directement. Son geste était lent, délibéré. Il fit glisser une enveloppe épaisse sur la surface polie de la table, un geste qui transformait une vie naissante en une simple transaction financière à conclure. Ce n'était pas de la colère, mais pire. Une indifférence totale, le mépris de celui pour qui tout peut être acheté, y compris le silence et la disparition. Chloé ne sia pas. Elle regarda l'enveloppe, puis leva les yeux vers lui, et dans son calme se lisait une force silencieuse qui le déstabilisa un instant. C'est dans ces moments où la dignité devient le seul bouclier que l'on mesure la véritable force d'une personne. Si ce genre d'histoire vous parle, songez à vous abonner pour nous aider à continuer de partager ces témoignages de courage. Son regard ne fléchit pas, une dague silencieuse contre la vague de mépris qu'il venait de lancer. Elle ne toucha pas l'enveloppe. Au lieu de cela, elle fit un pas en arrière, un mouvement subtil mais définitif qui redessinait les frontières entre eux. Dans ce silence, Chloé ne prononça qu'une seule phrase, sa voix claire et sans tremblement: « Ma dignité n'a pas de prix, monsieur Rochet, et la vie que je porte non plus. » Puis, sans un regard de plus pour l'homme ou l'argent qu'il proposait, elle se tourna et quitta l'appartement, sa silhouette simple disparaissant dans le couloir immaculé. Le bruit doux de la porte se refermant résonna dans le vide du duplex comme le point final d'un chapitre qu'Alexandre pensait pouvoir écrire lui-même. Il resta seul, l'enveloppe posée sur la table comme une preuve tangible de son échec à tout contrôler, à tout acheter.
Les mois qui suivirent furent un exercice de déni calculé. Alexandre se plongea dans son travail avec une férocité renouvelée, enchaînant les réunions, les acquisitions et les voyages d'affaires. Il remplaça le silence de son appartement par le bruit constant des marchés financiers, chaque transaction réussie étant une tentative de combler le vide laissé par le départ de Chloé. Il s'entoura de luxe, de partenaires d'affaires et de femmes éphémères qui ne demandaient rien de plus que ce qu'ils pouvaient offrir. Des dîners coûteux et une distance émotionnelle confortable. Pourtant, la nuit, lorsque le silence revenait, l'image de son regard calme et de sa dignité inébranlable le hantait. Il avait gagné toutes les batailles de sa vie professionnelle, mais il avait perdu quelque chose d'infiniment plus précieux, une confrontation silencieuse dont il n'arrivait pas à se déclarer vainqueur. Le coup de fil arriva un mardi matin, au milieu d'une négociation hostile pour le rachat d'une entreprise concurrente. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une assistante sociale d'un hôpital public du 19e arrondissement. Les mots étaient professionnels, directs. Chloé Moreau avait accouché d'une petite fille. Il y avait eu des complications mineures, mais la mère et l'enfant se portaient bien. Alexandre sentit une décharge électrique le traverser. Son premier réflexe fut l'agacement, une interruption non désirée dans son univers parfaitement orchestré. Mais sous cette irritation de surface, une autre sensation, inconnue et déstabilisante, commença à poindre. Ce n'était pas de la responsabilité ni de la culpabilité, mais une curiosité brute, presque primale. Une partie de lui, une vie qu'il avait tenté d'effacer, existait désormais dans le monde, indépendamment de sa volonté. Il quitta la réunion en plein milieu, laissant ses avocats stupéfaits. Le trajet en voiture jusqu'à l'hôpital fut un voyage entre deux mondes. Il passa des avenues opulentes du 8e arrondissement aux rues animées et populaires du nord-est de Paris. L'hôpital public était un choc culturel. Le hall d'entrée bondé, l'odeur d'antiseptique mêlée à celle de la vie et de la souffrance, les annonces crépitantes des haut-parleurs. Tout contrastait violemment avec l'environnement stérile et silencieux dans lequel il évoluait. Il se sentait étranger, son costume sur mesure et ses chaussures italiennes semblant ridicules dans ce lieu où la seule chose qui comptait était la fragilité de la condition humaine. Pour la première fois de sa vie, son argent et son statut ne lui conféraient aucun pouvoir, aucune protection contre la réalité brute qui se déroulait autour de lui. Après avoir obtenu les informations nécessaires avec une froide courtoisie, il fut dirigé vers la maternité. À travers une grande baie vitrée, il vit la nurserie, des dizaines de petits berceaux en plastique alignés, chacun abritant un miracle minuscule. Une infirmière lui désigna un berceau particulier, et là, sous une couverture rose, il la vit. Laura. Un petit être aux joues rondes avec une touffe de cheveux noirs fins. Elle dormait, son petit torse se soulevant à un rythme fragile. À cet instant précis, le monde d'Alexandre bascula. Toutes ses certitudes, ses défenses, ses calculs se fracassèrent contre la vision de cette innocence absolue. Une émotion si puissante lui serra la gorge qu'il dut s'appuyer contre la vitre pour ne pas vaciller. Ce n'était plus un problème à régler, mais une personne. Sa fille. L'infirmière, voyant sans doute le bouleversement sur son visage, lui fit un signe de tête compatissant et, quelques instants plus tard, sortit avec le petit paquet emmailloté. « Vous voulez la prendre ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre hocha la tête, incapable de parler. Elle déposa le bébé dans ses bras maladroits. Le poids était infime, mais il semblait contenir l'univers entier. Laura s'agita, ouvrit de grands yeux sombres, et, par pur réflexe, sa minuscule main se referma autour de son index avec une force surprenante. Ce contact, cette poigne instinctive, fut le coup de grâce. Son armure se fendit de toutes parts. C'est dans ces moments fragiles, où une vie entière bascule sans un mot, que l'on comprend la force des liens invisibles. Si vous croyez en ces tournants du destin, votre abonnement nous permet de continuer à raconter ces histoires. Une décision irrationnelle, impulsive et totalement contraire à sa nature s'imposa à lui.
Il ne pouvait pas les laisser ici. Il ne pouvait pas laisser cette petite créature, sa fille, commencer sa vie dans l'incertitude. Après une brève discussion avec Chloé, encore affaiblie mais toujours aussi digne dans son lit d'hôpital, il organisa leur sortie. Il ne lui demanda pas son avis, il l'imposa avec une douceur nouvelle, une urgence qui ne venait pas de l'autorité, mais d'une peur viscérale de les perdre. Chloé, surprise et méfiante, finit par accepter, non pas pour le luxe qu'il représentait, mais parce qu'elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Une fissure dans sa façade de glace, une lueur de vulnérabilité et peut-être le début d'un sentiment de protection sincère. Le retour au duplex fut surréaliste. Le sanctuaire du minimalisme froid et impersonnel accueillait désormais un couffin, des sacs de maternité remplis de couches et de vêtements pour bébé. L'arrivée de Laura et Chloé brisa le silence ordonné de l'appartement. Les pleurs d'un nouveau-né remplacèrent le bourdonnement de la domotique. Alexandre tenta d'abord de gérer la situation comme il gérait ses affaires, en dépensant de l'argent. Il engagea la meilleure nounou de Paris, fit livrer le berceau le plus cher et le plus design et remplit les placards de tout ce qu'un bébé pourrait désirer. Il pensait que le confort matériel suffirait, qu'il pourrait déléguer la partie émotionnelle et observer de loin, comme un investisseur surveillant un projet. Il se trompait lourdement. La première nuit fut un chaos. Laura pleurait, inconsolable. La nounou, malgré toutes ses qualifications, semblait incapable de la calmer. Alexandre, réveillé en sursaut, sortit de sa chambre, agacé et désemparé. Il trouva Chloé, déjà levée, qui prenait doucement le bébé des bras de la nounou. Il la regarda s'asseoir dans un fauteuil, bercer Laura contre elle et lui murmurer des mots doux, des bribes de chansons de son enfance en Normandie. En quelques minutes, les pleurs cessèrent, remplacés par de petits soupirs de contentement. Alexandre resta dans l'ombre du couloir, observant la scène. Il vit une connexion que l'argent ne pourrait jamais acheter, un amour instinctif et puissant. Il comprit que sa fortune ne valait rien face à la simplicité de ce lien. C'est en voyant cette force tranquille que l'on mesure la vraie valeur des choses. Si le courage de ces mères vous touche, pensez à nous soutenir en vous abonnant. Le lendemain, il congédia la nounou. Il commença à observer, à apprendre. Il regardait Chloé changer une couche, préparer un biberon, donner le bain. Ses gestes étaient sûrs, empreints d'une tendresse infinie. Un soir, alors qu'elle semblait épuisée, il s'approcha timidement. « Laisse-moi faire, dit-il, sa voix presque incertaine. » Chloé le regarda, surprise, puis lui tendit le biberon avec un léger sourire. Ses mains, si habiles pour signer des contrats de plusieurs millions d'euros, étaient incroyablement maladroites pour tenir ce petit objet. Il s'assit, prit Laura dans ses bras pour la première fois depuis l'hôpital, et lui donna à manger. Le bébé le fixait de ses grands yeux, et il sentit une nouvelle brique de son mur intérieur s'effondrer. Les jours se transformèrent en semaines. Une routine étrange et fragile s'installa dans le duplex parisien. Les conversations étaient rares, souvent limitées à des aspects pratiques concernant Laura. Mais les silences n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus pesants et hostiles, mais remplis d'une présence partagée. Parfois, leurs regards se croisaient au-dessus du berceau de Laura, et un éclair de compréhension mutuelle passait entre eux. Il découvrait des facettes de Chloé qu'il n'avait jamais soupçonnées, son humour discret, sa patience infinie, sa force tranquille. Elle, de son côté, commençait à voir au-delà du magnate impitoyable. Elle voyait un homme maladroit, effrayé, qui apprenait à aimer et qui, pour la première fois, semblait vouloir être plus qu'un simple nom en bas d'un bilan financier. Le monde extérieur, cependant, commençait à s'immiscer dans leur bulle. Un appel de l'un de ses plus anciens associés fut le premier coup de semonce. « Alors, Alexandre, j'entends dire que tu joues à la famille. Fais attention, ce genre de distraction peut coûter cher. » Le ton était moqueur, un avertissement à peine voilé sur le fait que cette nouvelle vie était perçue comme une faiblesse dans son milieu. La remarque le piqua au vif, ravivant ses anciennes peurs. Était-il en train de tout compromettre pour un sentiment qu'il ne comprenait même pas?
Le conflit entre l'homme qu'il avait toujours été et celui qu'il devenait s'intensifia, créant une tension palpable qui menaçait le fragile équilibre qu'ils avaient commencé à construire. Le coup le plus dur ne vint pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Chloé, en regardant Alexandre jouer avec Laura, un sourire maladroit mais sincère sur son visage, fut assaillie par un doute insidieux. Cet homme, ce cocon de luxe, était-ce réel? Ou n'était-il qu'une parenthèse, une expérience exotique pour un homme qui avait tout? La peur que leur amour ne soit qu'un arrangement né de l'obligation, une solution confortable à un problème imprévu, la rongeait. Elle devait savoir si ce qu'il construisait était un choix et non une cage dorée. Pour se le prouver à elle-même et à lui, elle prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Un matin, alors qu'Alexandre était parti pour une réunion qu'il qualifiait de cruciale, elle fit ses valises, prit Laura endormie dans ses bras et laissa derrière elle une simple note sur la table en marbre. « Je dois trouver notre vérité, loin d'ici. » Quand Alexandre rentra, le silence qui l'accueillit était différent. Ce n'était plus le vide stérile de son ancienne vie, mais un silence assourdissant, l'écho d'une absence. Il vit la note, et le monde qu'il avait si précautionneusement commencé à bâtir s'effondra autour de lui. Les mots de son associé lui revinrent en mémoire, moqueurs et venimeux. Mais la peur de paraître faible n'était rien comparée à la terreur panique de les avoir perdus. Dans un geste qui défiait toute sa logique d'homme d'affaires, il attrapa ses clés de voiture sans même enlever son manteau. Il appela son assistante, sa voix sèche et impérieuse. Annulez tout. La fusion, le conseil d'administration, tout. Il ne s'agissait plus d'affaires, ni d'images. Il s'agissait de la seule chose qui avait jamais donné un sens au vide de son existence. C'était une course contre la montre, une course contre son propre passé. La puissante berline allemande dévora l'autoroute, quittant l'arrogance de Paris pour l'humilité verdoyante de la campagne normande. Chaque kilomètre qui le séparait de la capitale était un pas de plus loin de l'homme qu'il avait été. Les gratte-ciels laissèrent place à des clochers de village, les avenues rectilignes à des routes sinueuses bordées de pommiers. Il arriva dans le petit bourg de Chloé au crépuscule. Son véhicule de luxe, garé devant une modeste maison en pierre, semblait aussi déplacé qu'un loup dans une bergerie. Il sortit de la voiture, son costume impeccable soudainement rigide et absurde. Il n'était plus le PDG Alexandre Rochet, le maître des marchés. Il était juste un homme, dépouillé de tous ses artifices, terrifié à l'idée d'avoir tout gâché, se tenant sur le seuil d'un monde où son nom et sa fortune ne signifiaient absolument rien. Il la trouva sur une petite terrasse à l'arrière, berçant Laura dont le sommeil était paisible. Le soleil couchant baignait la scène d'une lumière douce et dorée. Chloé leva les yeux. Surprise, mais sans hostilité. Le silence s'installa, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. C'est Alexandre qui le brisa, sa voix éraillée par une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « J'ai eu peur », commença-t-il, les mots sortant avec difficulté. « Toute ma vie, j'ai construit des murs pour ne rien ressentir, pour tout contrôler. Et vous êtes arrivés, et vous avez tout fait exploser. » Il fit un pas en avant, ses yeux fixés sur les siens. « Je ne suis pas venu chercher ma fille, Chloé. Je suis venu chercher ma famille. Et ma famille, c'est toi et elle. Sans vous, je ne suis rien d'autre que cet appartement vide. » Les larmes qu'elle retenait perlèrent sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Dans ses yeux, elle ne voyait plus le magnate impitoyable, mais un homme vulnérable, sincère, qui avait traversé le pays non par devoir, mais par amour. Elle se leva, et la distance qui les séparait se combla en un instant. Il la prit dans ses bras, un geste qui n'était pas possessif mais protecteur, un refuge. Il enfouit son visage dans ses cheveux, respirant son odeur comme un homme qui retrouve l'air après avoir failli se noyer. Laura, entre eux, ne se réveilla même pas, comme si elle sentait que le fragile équilibre de son monde venait de se solidifier pour de bon. C'est dans ses choix, ceux du cœur, et non de la raison que les plus belles histoires s'écrivent. Si vous aussi vous y croyez,
Votre soutien en vous abonnant nous est précieux pour continuer à les partager. Ils ne retournèrent jamais dans le duplex du 16e arrondissement. Cet appartement, autrefois symbole de sa puissance, n'était plus qu'une cage de verre rappelant une vie de solitude. D'un commun accord, ils décidèrent que leur avenir devait être construit sur des fondations nouvelles, loin des fantômes du passé. Alexandre vendit l'appartement, et avec Chloé, ils cherchèrent un véritable foyer. Ils trouvèrent une maison en meulière en banlieue parisienne, avec un jardin où Laura pourrait courir et où le silence ne serait plus un vide oppressant, mais une paix partagée. Ce n'était pas seulement un déménagement, mais un acte symbolique. L'abandon d'une forteresse pour une maison, l'échange d'une vue sur les toits de Paris contre un horizon de possibilités infinies. Pour la première fois, Alexandre ne bâtissait pas un empire, mais une vie. La transformation d'Alexandre ne se limita pas à sa sphère privée. L'homme qui retourna à la tête de sa société n'était plus le prédateur impitoyable que tout le monde connaissait. Ses associés furent déconcertés par ses nouvelles priorités. Il instaura des politiques d'entreprise plus humaines, favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, une notion qu'il aurait autrefois méprisée. Mais son changement le plus radical fut la création de la Fondation Moreau. En hommage à la force et à la dignité de Chloé, il y alloua une part significative des bénéfices de son entreprise, créant ainsi un fonds destiné à aider les mères célibataires en situation de précarité. Son argent, autrefois un outil de pouvoir et de contrôle, devint un instrument de réparation et d'espoir. Il ne cherchait plus à acquérir le monde, mais à le rendre un peu meilleur. 5 ans plus tard, un dimanche après-midi ensoleillé, le jardin de leur maison était rempli de rires. Laura, une petite fille de 5 ans aux yeux pétillants de malice, courait après des papillons, sa robe légère flottant derrière elle. Alexandre, en simple jean et chemise, était à genoux dans l'herbe, lui montrant comment planter une petite pousse de pommier. Il n'y avait plus aucune trace de l'homme d'affaires rigide et distant. Son visage, autrefois un masque de contrôle, était maintenant ouvert, illuminé par un bonheur simple et profond. Chloé les observait depuis la terrasse, un sourire serein aux lèvres, le cœur rempli d'une gratitude tranquille. Leur amour n'était plus une fragile reconstruction, mais un chêne solide, dont les racines puisaient leur force dans les épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble. Alexandre avait compris que sa plus grande acquisition n'était pas une entreprise ou une œuvre d'art, mais ces moments précieux et fugaces. Il avait appris que le véritable héritage ne se mesure pas en chiffres sur un compte en banque, mais dans la transmission de valeurs, dans la solidité des liens que l'on tisse et dans la bonté que l'on sème. Sa vie n'était plus une suite de victoires calculées, mais une symphonie d'émotions partagées. En choisissant l'amour plutôt que le pouvoir, il n'avait pas perdu son empire, il lui avait enfin trouvé une âme. Leur parcours nous rappelle que la rédemption est un chemin possible pour tous et que la plus grande des richesses est celle du cœur. Si ces témoignages de transformation vous touchent, songez à nous soutenir en vous abonnant pour que nous puissions continuer à les partager.